Bonjour à tous. Ah bah non, bonjour. Déjà il y a Paco qui redébarque. Bonjour Paco. Tu cherches quelque chose Paco? Bonjour à tous et bienvenue dans l'hangar. Aujourd'hui on va parler des crashs. Parce que c'est drôle quand les avions ils s'écrasent. Tu es le disclaimer? Alors, bonjour, disclaimer, information importante. On rigole pas sur les morts des gens. Alors déjà de 1, on rigole pas sur les morts. De C'est 2, mal. on se dit toujours que l'avion c'est le truc le plus dangereux. Toujours. Note à vous-même, vous avez plus de chances de mourir dans un train que dans un avion. Et enfin, dernier disclaimer, on va rigoler des crashs des gens, mais c'est pas drôle. Non, D'accord? voilà. Si vous Voilà. rigolez, vous êtes des mauvaises personnes. on trouvera. Par exemple, il y a un avion qui s'est écrasé au Népal. Oh non. Oh non, c'est pas drôle. Oh, comment il a. Oh, ça c'est pas drôle. Là, hop, là, comme ça sur le côté. Mais c'est pas drôle. Ça va nous faire- S'il y a deux connards en commentaire qui viennent nous dire faut rigoler de la mort des gens. Si un avion s'écrase, les premiers à être tristes, c'est pas vous, c'est nous. Merci monsieur disclaimer. Donc aujourd'hui, on va faire une compilation de 4 crashs différents les uns des autres et les expliquer parce que c'est pas le tout quand même de regarder juste des crashs. Et là, on va commencer tout de suite avec le vol Rio-Paris le 1er juillet 2009. Je suis trop enjoué en disant ça. Alors, le vol Rio-Paris, c'est un concours de circonstances. Sur ces vols très longs, on a ce qu'on appelle la rotation des pilotes. On embarque 3 pilotes, un commandant de bord et 2 copilotes. Et on va faire une rotation pendant le vol pour qu'il y en ait un qui puisse aller s'asseoir dans la couchette derrière pour aller dormir un petit peu. Pendant l'accident du vol Rio-Paris, aux commandes, il n'y avait que les 2 pilotes. Le commandant de bord était parti faire une sieste. Sur un avion, pour prendre la vitesse, on a ce qu'on appelle un tube pitot. C'est ce petit tube là avec l'air qui rentre dedans et ça prend la vitesse. L'air rentre ici et après on fait la différence à l'intérieur et ça nous donne la vitesse. Le problème c'est que ce petit tube, on fait très attention parce qu'il peut se bouger. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant le vol Rio-Paris? Ils sont traversés un orage et de la glace s'est formée dans le tube. Alors normalement sur les avions de ligne il y a 3 tubes. Donc très peu de chances que ça gèle. Et pourtant ce jour-là, l'orage était tellement fort que les 3 tubes aux 3 endroits différents de l'avion ont gelé. Qu'est-ce qui se passe quand les pitots gèlent sur un avion? La vitesse ne va pas directement aller à 0. C'est pas parce que le pitot est bouché qu'il n'a plus d'indication de vitesse sur les instruments. La vitesse va rester constante pendant encore plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puisque la glace va emprisonner la masse d'air. La petite masse d'air qui était enfermée derrière la glace a continué à donner une information erronée à l'indicateur de vitesse. Les pilotes pensaient encore être à une très grande vitesse. Ils auraient pu se fier au GPS pour avoir la vitesse GPS. Mais ils ne l'ont pas fait, on ne sait pas pourquoi, mais sûrement parce que c'est 2 copilotes qui étaient en cours de formation et donc ils n'avaient pas toutes les bases nécessaires au pilotage complexe d'un avion dans ce type de situation. C'est une situation qui se voit très peu quand même. L'accumulation de glace vient aussi avec un autre phénomène physique qui est que l'altimètre va diminuer alors que vous êtes toujours à la même altitude. C'est un peu complexe, je vous épargne les détails, mais en gros, l'altimètre, qui est l'instrument pour savoir la hauteur de votre avion, va diminuer alors que vous êtes toujours à la même altitude. Et les 2 copilotes, pour compenser ça, ils ont tiré sur le manche parce qu'ils pensaient avoir une vitesse suffisante pour pouvoir monter. Et là, première erreur. Un avion, il n'y a que 2 solutions pour le faire monter. Soit vous faites tourner plus vite les moteurs et il va monter naturellement, soit vous vous inclinez et vous allez perdre de la vitesse, donc vous allez changer de la vitesse contre de l'altitude, donc vous allez vous incliner et avec l'effet, il va monter. Et maintenant, il faut qu'on parle du décrochage. Le décrochage, c'est quand vous vous inclinez, mais que vous n'avez pas assez de vitesse pour monter. Et donc, l'avion ne va pas monter avec l'inclinaison, il va juste rester coincé dans cette position. Et si vous continuez à vous incliner, ce qu'on appelle le faire passer, l'avion va tomber parce qu'il n'aura plus assez de portance sur ses ailes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le vol Rio-Paris? Les copilotes ont incliné l'avion pour remonter. Mais l'avion, lui, n'avait plus assez de vitesse pour monter, puisque les cristaux de glace ont donné une valeur erronée aux pilotes quand ils ont regardé leurs instruments, parce que l'avion en fait il n'était pas à la vitesse nécessaire, il était quasiment même à la vitesse minimale de vol. Il s'incline, l'avion n'a pas monté, donc réflexe, ils ont encore plus incliné l'avion. L'avion ne montait toujours pas puisqu'il n'avait pas cette vitesse. Ils ont continué à incliner, et à un moment on arrive à cette inclinaison, on ne peut plus tenir la ligne de vol, et l'avion décroche. Et ils ont continué à tirer jusqu'au bout, pensant qu'ils avaient assez de vitesse. Ils n'ont pas fait le rapprochement en fait entre les pitots bouchés et leur inclinaison. Ce qui fait qu'ils ont continué à tirer jusqu'au bout, mais ils ont décroché jusqu'à l'océan et là, ils ont percuté la mer. Et maintenant qu'on a fini avec le vol Rio-Paris, on va parler du Tupolev 144 au Bourget le 3 juin 1973.
Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le Tupolev 144 pour qu'il se crache aussi violemment juste après le décollage? Faut juste comprendre comment est-ce que les avions réussissent à, entre guillemets, se montrer au public pendant les shows aériens. Alors il y a deux solutions. Soit vous êtes le plus lent possible, soit vous êtes le plus rapide possible. Mais pour que le public puisse prendre de belles photos et admirer votre appareil, vous allez tenter d'être le plus lent possible. Sauf que pour un avion de ligne, dans sa configuration normale, donc quand par exemple il fait des vols normaux tous les jours, il n'est pas censé être lent. Donc il y a des systèmes de sécurité intégrés dans vos avions qui évitent que votre avion rentre dans cette plage très lente. Pour les démonstrations en vol, on fait sauter ces systèmes. Les équipages du Tupolev avaient fait la veille sauter tous les systèmes de sécurité. Mais ça c'était commun en fait dans tous les avions. Sauf que le Tupolev avait une particularité, c'est qu'il avait les avants canards. Quand il sortait les avants canards, il permettait d'avoir une meilleure manœuvrabilité à très basse vitesse. Sauf que le Tupolev avait une double sécurité. La première, quand les avants canards étaient sortis, et la deuxième, comment ils étaient rétractés. L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont fait sauter qu'une seule des deux sécurités. Canard ouvert. Le Tupolev décolle, il rentre ses canards, et là, le système passe en mode canard fermé. Mais ils avaient oublié d'enlever la sécurité, alors qu'est-ce qui se passe? Le système ne comprend pas, il est déjà en dessous de ce qu'il ne faut pas approcher. Le système plante. Le vol revient en manuel, le pilote n'a pas eu le temps de réagir, le Tupolev, pour une inclinaison encore plus forte, il décroche, et dans sa chute, il va casser une aile. Et après, il va tourbillonner et s'écraser. Dans des maisons? Dans des maisons en plus. Maintenant, on va aussi passer à un second cas d'école de l'erreur pendant les démonstrations. On va parler du crash d'un A320 à Epstein. En 88, l'A320 venait juste de sortir. Alors Air France, pour montrer la supériorité de leur A320, ont décidé de faire une démonstration en public. Et en plus, le pire, c'est que cet Air France qui partait de Epstein avait des passagers à son bord. Le seul problème, ne jamais faire une démonstration avec des passagers. Et l'A380 à Epstein est un cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Tupolev, l'A380 fait sauter ses systèmes de sécurité et vient cabrer le plus possible en manuel son avion pour être le plus lent possible. Il est très cabré et ces deux moteurs sont poussés pas à leur maximum mais quasiment. En fait, ce qu'on appelle le second régime, c'est un moment du vol où on est tellement cabré qu'on se transforme un peu en un hélicoptère. C'est-à-dire qu'il faut plus de puissance moteur pour lever l'avion que pour le faire avancer. Ce jour-là, c'était le cas. Il allait tellement lentement que les moteurs étaient quasiment poussés à fond. Il passe au-dessus de la piste extrêmement bas et au moment de remonter, le pilote se rend compte qu'il a trop cabré son appareil et que même en mettant les moteurs à leur maximum, il ne peut plus remonter. Il est bloqué à cette altitude. Alors pour le moment, c'est pas problématique, mais quelques secondes après, ça le sera puisqu'il va rencontrer une forêt. Il arrive dans la forêt, il tape tout l'arrière de l'avion avec la cime des arbres. Son avion se déséquilibre, il se plante en plein milieu de la forêt. Heureusement que 3 morts, mais 36 blessés pour 130 passagers et 6 personnes d'équipage. Et le pire, c'est que les pilotes ont été jugés coupables. Erreur humaine. Coupables, bien sûr, de la mort de ces gens, puisque en fait, c'est leur faute. Mais c'est un peu là où c'est paradoxal, c'est-à-dire que Air France n'était pas contre non plus. Et beaucoup de compagnies non plus n'étaient pas contre de faire des démonstrations en vol pour promouvoir leur appareil. Et c'est là en fait le vice. C'est-à-dire que, certes, les pilotes sont coupables, mais Air France est autant coupable que les pilotes. En aviation, on a ce qu'on appelle la culture juste. C'est-à-dire qu'on va prendre des accidents et au lieu de faire comme tout le monde sur Twitter et Instagram quand un avion se crache et cracher à la gueule des pilotes, on apprend de nos erreurs, on évite de trop engueuler les gens, on dit juste « tu l'as pas fait exprès, c'est pas grave, ok, on passe sur toi, mais nous on va apprendre de ton erreur. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, s'il y a une démonstration en vol d'un avion de ligne, il n'y aura absolument personne à bord à part les pilotes. Et les systèmes de sécurité ne seront jamais désenclenchés. Et grâce à cet accident du Tupolev, mais ça c'était un peu le début, le Tupolev, en fait il avait cet argument d'être déjà mal construit de base. Donc on ne pouvait pas vraiment blâmer la réglementation. Mais là la 320, on savait que c'était un avion parfaitement bien construit. Donc on en apprend, plus de passagers et on ne désactive pas les systèmes de sécurité.
Oui, effectivement, bonjour à tous. Alors, je vais commenter nos images en direct du hangar. Alors, effectivement, il touche l'hélice. Là, je pense qu'il est en train de dire qu'une hélice a une certaine inclinaison, effectivement. Et puis, il doit aussi expliquer qu'il faut aller voir le deuxième épisode du hangar sur les hélices. Mais attention, il continue. Il est en train de palper l'hélice et il explique effectivement qu'une hélice, ça tracte en entrant dans l'air, effectivement. Donc, une hélice qui pénètre dans l'air et du coup, par réaction, qui crée une force vers l'avant, une portance dirigée pourront-on dire, mais effectivement. Et il continue en disant qu'une hélice, si elle est mise à plat, oui effectivement si elle est mise à plat, elle ne tracte plus rien du tout, elle fait juste effet, entre guillemets si je puis me permettre, effet poulie, voilà, elle ne tracte plus, elle transfère juste l'air, un peu comme un ventilateur auquel on aurait enlevé les pales, voilà, effectivement. Et là il explique effectivement que sur certains avions, il y a un certain contrôle en fait de ce qu'on appelle effectivement le pas, c'est cette inclinaison de l'hélice plus ou moins cabrée pour plus ou moins mâcher l'air. Effectivement, moins on se cabre, plus on va vite, et plus on se cabre, moins on va vite, mais plus on a de traction. C'est un peu comme des pignons de vélo. Effectivement, et il continue en disant que le vol, que les ATR-42, pardon, excusez-moi, dont sont équipés par exemple Yeti Airlines, ont eu la possibilité, grâce à leur hélice, de mettre effectivement cette fonction drapeau. Ah, et je crois qu'il a fini ses explications. Donc je vais rendre l'antenne et le micro. Merci à vous et à vous les studios. Juste, on va faire un petit point. Comment vous dire? Pourquoi la caméra est encore changée? changé. Alors, on a commencé avec quoi? On a commencé avec un appareil photo Lumix. C'est pas top, mais ça fait le taf. Oui, ça fait le taf, sauf que j'ai oublié de charger l'appareil photo Lumix. Donc, il y avait plus d'autres. Mais heureusement, j'ai pensé à prendre mon drone. Donc, on a scotché le drone à la caméra. Mon drone, il a quoi? Il a surchauffé. Il est surchauffé. Le processeur est surchauffé. Je n'ai plus d'image avec le drone. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je on prends a mon téléphone. Sachez Je que- prends mon téléphone pour scotcher. Mon téléphone s'éteint. Je ne peux plus utiliser mon Le téléphone. téléphone il est mort. Alors sachez que si mon téléphone casse, je peux vous dire que l'épisode vous l'aurez comme ça. Maintenant je vais vous mettre la photo d'un cockpit d'ATR-42. À droite il y a la commande de pas, donc ce qui bouge l'hélice. Et là à gauche il y a les volets. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'ATR-42 de Yeti Airlines approchait entre guillemets son aérodrome de destination. Il était dans la descente. Et dans son tour de piste, le pilote demande au copilote instructeur, parce qu'il était en formation, de sortir les volets. Le copilote instructeur s'exécute et il exprime à la radio, donc on a les retours, on a les boîtes noires, il dit à la radio, volet sorti. Sauf que la boîte noire, elle dit que les volets n'ont pas été sortis. Bon, je pense que tu commences toi aussi à comprendre ce qui s'est passé pour Yeti Airlines. Ouais, ils sont. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, au lieu de sortir les volets, ils ont réduit au plus petit pas, c'est-à-dire le drapeau. Et donc, coup, Deux actions complètement différentes. Hein. oui, mais sur la TR-42, il y a une proximité en fait entre les deux manettes. Du coup, en fait, au lieu d'être Au en lieu- approche, Tirer à fond les volets, ce qu'il a fait, le gars, c'est qu'il a c'est tiré qu'il a- à fond le pas. Donc, en gros, ils avaient plus de vitesse. En gros, ils avaient plus de traction. Vous êtes en seconde, au lieu de passer la première, vous passez le point mort. Voilà ce qui s'est passé en fait pour C'est pas cool. la TR-42 de Yeti Airlines. Alors, comment est-ce que ça a fini cette histoire? Bah, mal. Jusqu'au dernier virage, donc c'est le virage où on s'aligne avec la piste, le pilote et le copilote pensent qu'ils ont des moteurs totalement fonctionnels. Et en dernier virage, le pilote se rend compte qu'il y a un problème parce qu'il n'a pas assez de puissance. Et il Ah, ça demande va. au copilote instructeur, Copilote instructeur. j'ai un problème de puissance. Mais non. Au lieu entre guillemets de dire à haute voix et d'avouer qu'il a fait une erreur en disant ok, j'ai mal sorti les volets, je sors les volets 30. Non, il a même rien dit. Il a juste sorti les volets à 30. Il n'y a Il a aucune erreur de aucune l'avion, communication aucune erreur sur de la cette petite compagnie. erreur. Et, erreur humaine. Et en plus, ce copilote ne se rend même pas compte, donc cet instructeur ne se rend même pas compte qu'il a fait une De la erreur merde. entre guillemets beaucoup plus grave. que Le ce pilote, qu'il c'est pense. qu'il a fait de la merde. Mais Non, il est ok. le pilote lui, non, c'est Le rien. copilote. Le copilote lui, il sait que bon, Mais il a tiré quelque chose. ça doit être bon. Ouais, Ça doit passer. il a tiré quelque chose, peut-être que les volets sont remontés. Allez, Mais vas-y, est-ce j'en que- mets un coup. Il a remonté, enfin il a mis les volets à 30. Ouais. Mais est-ce que en Non, même temps, il a pas remonté le pas. remonté Non, il a le pas. Il s'est pas rendu compte qu'il avait mal fait en fait sa descente de volée, qu'il avait descendu le pas. Débutant. Qu'est-ce qui. Bah oui, mais débutant instructeur. Ouais. En dernier virage, le pilote met à fond les moteurs parce qu'ils étaient en train de décrocher, donc il fallait de la puissance. Il met à fond. Mais comme on l'a dit, ce serait comme mettre à fond un moteur alors qu'on est en neutre. Ça sert à Tu vas faire rougir le moteur, ça va, vroom, 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 vroom.
mais tu vas pas avancer pour autant. Si tu mets pas la première, tu peux avoir la puissance d'un multiplat, mais si tu es en neutre, bah t'avanceras pas quand même. Les moteurs à fond, mais en drapeau. Ils étaient déjà à leur vitesse minimum et ils ont tiré encore plus. Ils ont décroché sur une aile, plongé, ils étaient à moins de 100 mètres d'altitude bien sûr. Ah oui. Ils ont plongé et alors là, ils ont décroché tellement bas que tu ne peux pas en fait rattraper même s'ils avaient un avion par exemple avec des moteurs et tout. Donc ils se sont crashés. Combien de morts? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah c'est vrai. Non, il y avait 70 personnes je crois à l'intérieur donc un petit 70. avion. Mais c'était au 70 Népal, morts. c'était Je au crois qu'il y a... Népal. Si, je crois qu'on n'est pas... Il y a eu je crois un survivant. Je suis pas sûr mais je crois qu'il y a eu un survivant. Mais l'avion, ils l'ont saccagé. Ils ont fait surchauffer le moteur, forcément. Mais on s'en fout là à ce niveau-là. Oui, mais. Bon en tout cas c'est fini pour ce premier Rex. Je regarde. Premier Rex officiel. Je vous incite fortement à vous abonner, à liker Instagram, TikTok, YouTube. Allez, on y va. Je vous propose de mettre vos questions en commentaire, on y répondra, il n'y a pas de problème. Et, ici, hein. Et on vous dit à la personne qui me prochaine regarde. dans le hangar. Allez, salut! À gauche. Allez, je m'occupe. Ouais, largement.